Le FC Barcelone affronte Villarreal pour la 10e journée du championnat de Liga. Les affaires reprennent et les Catalans sont attendus au tournant. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone-Villarreal. Pour la 10e journée du championnat, le Barça revient donc sur la piste. Et l'objectif là est évidemment de pouvoir remettre la marche en avant après la défaite douloureuse mais néanmoins logique du dernier Classico, donc Real Madrid-FC Barcelone, où le Barça s'est incliné 1-3. Donc là, effectivement, le championnat reprend, je dirais, normalement, parce que pour moi, ce sont les matchs les plus importants qui arrivent. On va regarder très rapidement le calendrier du Barça, parce que le Classico était pour moi une sorte de parenthèse, parce que comme dans tous les Classicos, on jette une pièce en l'air, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, ça dépend de l'état de forme, de la préparation, de l'état psychologique, etc. Donc les pronostics sont très difficiles à dire, à donner pour un Classico, et en règle générale, c'est d'ailleurs pour ça que les deux équipes ont des victoires assez proches en termes de nombre de victoires pour le Barça et pour le Real. Je crois qu'on doit être à 90, 98, 99 pour chaque équipe, enfin bref, c'est très très proche, donc ça tombe d'un côté ou de l'autre de la pièce en général, et c'est le premier contre le deuxième aussi, donc ce sont toujours des matchs très particuliers. L'important pour le Barça, si on veut devenir champion, c'est de pouvoir remporter un maximum de toutes les autres rencontres. Et évidemment, c'est qu'on gagne contre les petits. Et en face, ce ne sera pas un petit. Rapidement, juste le calendrier du Barça, ce qui attend cette équipe. Donc Villarreal, l'Athletic, le Bayern à nouveau, Valence, avant de pouvoir attaquer la trêve liée à la compétition au Qatar. Donc la Coupe du Monde. Donc c'est effectivement un calendrier très important, très serré, et tout ça va être dans la tête de Xavi, ça va être dans la tête des joueurs. En plus, il faut ne pas se blesser pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Enfin bref, ce sont les semaines qui arrivent qui vont être vraiment très compliquées à gérer. On en revient au match du jour. Barça-Villarreal, qui aura lieu donc jeudi en semaine, puisque les matchs sont maintenant très rapprochés, à 21h. Le Barça est second de Liga, désormais, derrière le Real Madrid, et Villarreal est 7e. D'ailleurs, on va regarder aussi le classement général pour montrer un petit peu à quel point ce match est important, puisque là, vous voyez que le Barça a effectivement un match de moins que l'Atlético. L'Atlético a 2 points derrière, mais l'Atlético a déjà un match en plus. Mais le Betis et la Real Sociedad ont tous les deux 19 points. Le Barça en a 22. Donc en cas de défaite du Barça et de victoire de la Real Sociedad, du Betis, ces équipes-là reviendraient à hauteur du Barça. Donc l'écart n'est pas très important. Il est donc fondamental de pouvoir prendre les 3 points et de mettre un petit peu de distance par rapport aux deux équipes qui nous suivent, aux 3 avec l'Atlético de Madrid. Concernant les confrontations entre les deux équipes, Villarreal est historiquement une équipe qui est très difficile à jouer, on le sait, elle a toujours des très bons joueurs, c'est une équipe qui joue très bien au foot, un foot très offensif, très agressif, avec des très bons joueurs, donc ce sont toujours des matchs très compliqués, même si le ratio victoire-défaite, comme vous pouvez le voir, est plutôt en faveur du Barça, donc 22 victoires, 6 nuls, 3 défaites. Par contre, on voit bien que la dernière confrontation contre Villarreal, le Barça s'est incliné la saison dernière en Liga, donc 0-2, à la maison en plus. Donc c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse et qui est complexe à jouer. Mais en règle générale, ça fait des beaux matchs, ça fait des matchs extrêmement ouverts, mais le Barça arrive régulièrement à prendre le dessus sur cette équipe de Villarreal parce que justement c'est une équipe qui joue de façon très offensive et ça laisse beaucoup d'espace derrière. Et on sait que le Barça, qui maîtrise mieux le ballon et qui a souvent des joueurs de meilleure qualité, arrive à prendre le dessus sur cette équipe.
Mais il faut se méfier, parce que de temps en temps, ils nous font toujours des matchs compliqués, et de temps en temps, ils arrivent à nous battre. Voilà. Concernant l'état de forme, donc le Barça, à part comment dirais-je, l'échec contre le Real Madrid lors du dernier match de Liga, a jusqu'à maintenant un parcours plutôt honorable avec beaucoup de victoires, un seul match nul qui est le premier match de la saison, et puis cette défaite, mais qui est jamais que la conclusion d'un état de forme post-trêve internationale qui, en règle générale, coûte au FC Barcelone. L'idée, là, est réellement de remettre la marche en avant et de repartir dans une dynamique positive. C'est pour cela que je pense que c'est bien, j'espère que les joueurs ont pu se couper un petit peu des réseaux sociaux, de tout ce qui se disait autour du Classico, etc. Et puis même de la quasi-élimination en Ligue des Champions, qui se sont ressourcés, qui repartiront comme ça sur une phase positive et sur une bonne dynamique. Villarreal, par contre, a des résultats mitigés. Donc là, on peut le voir, défaite contre la Real Sociedad, défaite contre Séville. Donc, c'est pas une équipe qui est... c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, on voit qu'elle perd avec des scores très serrés, en règle générale. C'est très difficile de lui marquer des buts. Et ça, c'est pas super rassurant quand on connaît les difficultés actuelles du Barça pour justement réussir à transformer les essais, à marquer des buts, à être efficace dans la surface de réparation adverse. En ce moment, c'est compliqué. La différence, c'est qu'on devrait avoir une équipe qui défend moins en bloc que les équipes que l'on a affrontées précédemment, ou qui est moins experte dans cette défense, comme le Real Madrid l'est, à savoir je laisse le ballon à l'adversaire, je suis extrêmement bien organisé derrière, j'ai plus d'expérience, je suis plus sûr de mon football, et je pique comme ça en contre. Ce sera probablement moins le cas. Je m'attends en fait plus ou moins à un match équivalent au match contre le Celta. Je pense que c'est un peu en termes d'énergie le même type d'équipe. Donc des équipes qui ont une vraie volonté, quand elles t'asphyxient, elles sont réellement capables de te faire très mal. Et d'avoir des vagues comme ça d'attaques qui peuvent soumettre l'adversaire dans sa surface de réparation, voire dans son camp, pendant quelques minutes, et profiter de ces moments-là pour marquer des buts. Juste, je voulais vous montrer la compo de Villarreal notamment contre la Real Sociedad, puisque j'estime que c'est une compo qui est relativement classique et qu'ils ont mis contre une équipe forte. Donc on a Danjuma devant, Lo Celso, on a Coquelin au milieu, Etienne Capoue, Dani Parejo, Jérémy Pino. Je vous dis d'ores et déjà, la lutte, le match va se gagner au milieu de terrain. Le Villarreal a un milieu extrêmement dense, avec des joueurs qui sont expérimentés, qui sont bons, qui sont travailleurs. Donc voilà, d'ores et déjà, vous savez que si on perd la bataille du milieu, on ne verra pas le ballon, et ça, quand on n'a pas le ballon, le Barça ne sait pas faire. Donc Poitorès en défense, Raúl Albiol, Gulli dans les buts. Donc c'est une équipe qui est vraiment, je dirais... malgré tout expérimenté, avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont de la qualité, et c'est une équipe intense. On va regarder le 11 que j'imagine que Xavi va encore une fois proposer. En règle générale, je ne me trompe que d'un joueur, parce qu'il réserve toujours une surprise, donc je suis assez bon, et je peux le dire parce que vous n'irez pas vérifier l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais en règle générale, je me trompe rarement. Donc, en défense, ça va être un casse-tête, d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord beaucoup de matchs à jouer avant la trêve. On a beaucoup de blessures, on le sait, on va le répéter, on va pas le répéter 1000 fois. C'est sûr que c'est un début de saison un peu tronqué, parce que toute la préparation et toute l'organisation que Xavi avait imaginée dans sa tête, ça part un petit peu à l'eau à cause de l'ensemble des blessures. Mais bon, il faut faire avec, un effectif est fait pour ça. Donc Ter Stegen au but, je reconduis Baldé en latéral gauche, évidemment. Voilà, sauf problème de blessure ou de petits pépins physiques, je mets Baldé. Il n'y a pas de raison. Il est plus intense, il est plus rapide, il se positionne mieux. Enfin bref.
En défense centrale, pareil, on n'a plus de centraux, donc on reste sur Garcia et Koundé. Moi, je resterai sur Eric Garcia et sur Koundé. Il nous reste, en plus d'eux, il ne nous reste plus que Piqué. Et Piqué, il est hors de question qu'il revienne, surtout pas dans ce type de match-là. Et Christensen devrait revenir, mais pas maintenant. Et Araujo, évidemment, encore beaucoup plus longtemps. En latéral droit, Sergi Roberto, puisque Bellerin n'est toujours pas présent. Et je ne vois pas de raison de mettre Koundé en ailier, en latéral droit plutôt, parce que je pense qu'il n'y a pas spécialement de danger particulier de ce point de vue-là. Enfin, pas plus que si on a un attaquant comme Vinicius en face. Au milieu de terrain, c'est là où les choses doivent se jouer. J'ai parlé de la bataille du milieu, de l'intensité de l'équipe adverse, etc. Donc je mets par défaut Gavi. On a vu, j'ai beaucoup de remarques en disant oui mais Gavi, pourquoi toujours Gavi? On l'a vu, on l'a vu pourquoi lors du Classico, et on a vu la différence quand il est entré. C'est le seul à pouvoir matcher l'intensité et l'agressivité des équipes adverses, quoi. Et il arrive malgré tout à faire des récupérations de ballons, même quand on a des milieux comme Kroos, Modric, etc. Gavi, il est super intense. C'est un roquet quand vous l'avez dans les jambes, il ne vous lâche pas. Gavi, par défaut, doit jouer. Je mets De Jong en 6. Pour moi, c'est réellement le remplaçant naturel de Busquets. Je ne comprends pas pourquoi, après l'avoir vu à l'Ajax, à l'avoir vu en sélection hollandaise, à la façon dans laquelle il maîtrise ce poste-là, pourquoi il ne joue toujours pas 6 ? Je comprends, parce qu'il y a Busquets, évidemment, mais là, Busquets, clairement, je pense que là, les choses commencent vraiment à de plus en plus sortir. On sait que Xavi l'envisageait déjà, mais ce sont des choses qui prennent du temps. On ne peut pas comme ça mettre tous ces capitaines hors jeu. Et ça demande un peu de psychologie, parce que ça peut vous pourrir un vestiaire. Et quand un vestiaire est pourri, votre saison l'est également, hein. Donc il ne s'agit pas juste de dire écoutez, toi tu ne joueras pas. Les 4 capitaines, vous êtes sur le banc, et puis voilà. Et puis tout le reste va aller super bien, merveilleux. Il n'y aura aucun conflit interne. Ceux qui pensent ça n'ont probablement jamais joué en équipe dans un club, parce que la dimension psychologique, la dimension de groupe, de cohésion de groupe est extrêmement importante dans l'obtention de la victoire, et en tout cas dans le fait d'avoir une dynamique positive dans une équipe. Et ça, on le sait, c'est du coaching de base. Donc évidemment que Busquets ne pourrait pas être mis comme ça sur le banc immédiatement. Mais là, pour ce match-ci, il faut repartir, ça peut se comprendre. De Jong en 6. Je garde Pedri, c'est notre caution créativité, c'est la pépite aussi, c'est le joueur qui garde le ballon quand il faut, qui sait faire des bonnes passes, qui supporte la pression, qui peut sortir de situations avec 3-4 joueurs sur lui. Bref, il a beaucoup de matchs à jouer, c'est vrai. Il faudra qu'il se repose à un moment donné, c'est vrai. Je ne vois pas comment il pourrait se reposer là. Sinon, ça nous ferait un milieu avec Kessié, De Jong et Gavi, et du coup, pour moi, on aurait vraiment 3 milieux à vocation plus ou moins défensive, à moins de mettre Kessié en 6 et faire jouer De Jong plus haut. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, jusqu'alors n'a pas été tenté. C'est peut-être un peu risqué sur un match qui peut comme ça qui est quand même extrêmement dangereux, avec beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est le milieu que moi je proposerais, avec le bémol de la fatigue, de l'état de forme de Pedri, parce qu'il a joué beaucoup de matchs. En attaque, indubitablement le retour d'Ansu Fati. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer quelque chose, parce qu'il est motivé, parce qu'il a faim, et parce que voilà, il a mérité. Il faut qu'il revienne dans le jeu. On a besoin des buts d'Ansu Fati, en fait. À part Lewandowski, c'est le joueur qui normalement marque beaucoup de buts. Il y a aussi Memphis, qui était supposé revenir pour le match contre Villarreal. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas entendu de nouvelles. Donc, et même s'il revient pour Villarreal, il ne sera pas titulaire. Donc voilà. Donc, la caution but, c'est Lewandowski en 1. Actuellement, on va avoir un Dembélé en 2, mais Dembélé ne marque pas beaucoup de buts. Donc Ansu Fati doit vraiment revenir à son niveau. Il faut le faire jouer parce qu'on aura besoin de lui. Quand Lewandowski est muet, c'est Fati qui peut marquer. Je garde Lewandowski avec toujours la même question. Lewandowski joue tous les matchs. À un moment donné, il va falloir qu'il tourne. Je ne sais pas quand. Je pense qu'il pense aussi à la Coupe du Monde. Donc voilà. Mais je ne le vois pas tourner dans ce match. Et à droite, évidemment, je mets Rafinha. Pourquoi Rafinha ? Parce que je pense que Rafinha travaille plus
dans le repli défensif. C'est la raison pour laquelle je le mets plutôt que Dembélé. Dembélé aussi doit tourner de toute façon. Et on a eu des rumeurs comme quoi Rafinha n'était pas très content de son temps de jeu, etc. Donc c'est l'occasion là, mais il faut qu'il fasse des efforts défensifs parce que, à mon avis, dans ce match-ci, il ne sera pas question de rester en avant en attendant que les ballons arrivent. Il va falloir se replier, il va falloir travailler, il va falloir aider son latéral, qui est Sergio Roberto, qui va en avoir besoin. Donc je préfère, pour des raisons de sécurité, Rafinha à Dembélé, qui rentrera de toute façon en cours de match. On connaît les changements qui se font assez régulièrement. Donc voilà le 11 qui pour moi est assez compact avec des joueurs au milieu qui seront capables de rivaliser avec les joueurs de Villarreal, qui ont la qualité technique qui va bien, et en attaque avec Ansu Fati, Rafinha et Sergio Roberto, je pense qu'on a quand même là de quoi faire quelque chose. Donc match à enjeu très important, donc un match aussi pour que les joueurs se rachètent, un match pour lequel je ne vois ni Busquets, ni Piqué, ni Alba, donc ces trois joueurs-là étant sur le banc, on a vraiment une équipe qui est complètement renouvelée, l'air de rien. À part Sergi Roberto, qui est un historique, et Ter Stegen, évidemment, là on a vraiment un Barça 2.0 qui ne ressemble en rien au Barça des 2-3 dernières années. Donc voilà, donc à eux de gagner leur galon et de montrer que cette équipe a les moyens d'aller disputer cette Liga. Barça-Villarreal, donc jeudi à 21h. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le 11 ? Est-ce que vous pensez que ce sera la rédemption du FC Barcelone et on repartira sur un match avec une belle victoire ? Ça ferait du bien au moral, je pense, et ça permettrait d'affronter les matchs qui arrivent très très vite et de façon très rapprochée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Beaucoup d'entre vous regardez les contenus sans vous abonner. Ça ne mange pas de pain, ça prend juste un clic. Et un like et un commentaire, même juste pour dire que c'est super, que vous êtes là, ou signaler votre passage. Ça aide la chaîne, ça permet à YouTube de mieux nous référencer et ça vous permet de nous retrouver plus facilement avec nos contenus. Je vous dis à très bientôt donc sur Barça Today.